Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour en fait ce qui sera le dernier webinaire de Bru Partners pour cette année sociale. Il sera consacré aujourd'hui, je lis le titre, hein, donc paysage du tourisme bruxellois et perspectives suite à la crise sanitaire du Covid-19. Donc je peux vous dire en tout cas que ce sujet est pleinement en phase avec des préoccupations de Bru Partners, donc qui vient de constituer en fait un groupe de travail, une task force, dont la première réunion a eu lieu ce matin, pour essayer de suivre et même d'anticiper un certain nombre d'évolutions qui sont plus ou moins liées, pas nécessairement à la crise sanitaire en tant que telle, enfin qui ont été révélées, accélérées, enfin, etc., par le Covid. Et donc, parmi ces conséquences, ben oui, effectivement, l'effet, certaines habitudes peut-être qui ont été prises en en matière de tourisme. Voilà, donc il y a, on sait que Bruxelles est connue surtout pour un tourisme plutôt d'affaires, de conférences, etc. Est-ce que des webinaires comme celui que nous suivons actuellement ou de téléconférences, etc., pourraient avoir un effet sur l'afflux donc de personnes, de touristes à Bruxelles, et est-ce que ça pourrait impacter donc une série de secteurs liés au tourisme. Donc on a lu l'autre jour dans la presse que certains bons esprits avaient relevé qu'au fond, puisque toutes les réunions de commission du Parlement européen pouvaient éventuellement se faire en téléconférence, ben, à la limite, on pouvait supprimer le siège bruxellois du Parlement européen. Enfin, voilà, on peut toujours rêver tout haut, mais enfin, ce genre d'idées circule. Voilà, donc pour nous aider à réfléchir à cette question, nous avons invité d'une part Patrick Bunting, qui est le CEO de Visit Brussels, et d'autre part Denis Delforge, qui est le CEO de Brussels Expo. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas l'habitude donc de nos webinaires, je signale et je rappelle par ailleurs aux autres que vous avez que malheureusement la formule du webinaire n'offre pas la convivialité des débats en présentiel au boulevard Bischofsheim. D'une part, nous manquons hélas donc la convivialité du pré et du post conférence, si je puis dire, donc les échanges informels autour d'un petit verre et de petits fours, mais on est moins conviviaux aussi pour les questions, les débats, etc. que suscitent les exposés en tant que tels. Donc vous avez en fait deux possibilités pour intervenir. Si vous souhaitez effectivement poser des questions ou introduire des éléments de débat, on vous demande de bien vouloir utiliser le bouton question qui se trouve normalement sur votre écran, là quelque part au milieu. Vous avez par ailleurs à votre disposition aussi le chat. Le chat, on vous propose de vous en servir plutôt pour envoyer des messages au secrétariat en relation avec des problèmes techniques éventuels, ou si vous voulez papoter entre vous plutôt, sans que nous on le sache ou sans que nous, on doit nécessairement répercuter ce que vous dites. Vous pouvez bien entendu utiliser le chat aussi, mais disons que pour les questions, pour les interventions dans le débat, soit des questions, soit dans des interventions, si vous voulez bien utiliser le bouton plutôt question. Voilà. Après cette introduction, je passe donc tout de suite la parole à nos orateurs, et le premier à intervenir sera donc Patrick Bunting, de Visit Bruxelles, à qui je cède volontiers la parole. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais partager ma présentation, j'espère que ça va fonctionner comme à la répétition. Et normalement, vous devriez le voir apparaître à l'instant. En effet. Ok, magnifique. Voilà. Donc, voilà un petit résumé aujourd'hui un peu de où on en est au niveau de la crise à Bruxelles, et essayer de donner des perspectives. Alors, ça reste encore très compliqué aujourd'hui de donner des perspectives
Vous le savez peut-être, au sein de Visite Bruxelles, nous avons un advisory board qui nous conseille au niveau de la stratégie. Ce board est constitué des plus gros acheteurs en termes de congrès et organisateurs de congrès au niveau international. Donc, ce sont des gens, pas uniquement en Belgique, mais aussi au niveau international, et donc qui ont une vue plus globale des perspectives. Et donc, on travaille beaucoup avec eux pour permettre justement de définir quelles sont les grandes perspectives qu'on peut espérer pour le tourisme à Bruxelles. Mais avant ça, peut-être revenir justement... j'ai un petit souci pour passer mes slides. Alors, on va réessayer. Voilà, désolé, c'est un peu long. Donc, tout d'abord, peut-être rappeler aussi, parce que je pense que c'est toujours intéressant, comment nous positionnons Bruxelles au niveau international. Donc, Bruxelles, c'est avant tout, bien sûr, une capitale internationale. Hein. On parle souvent d'une capitale internationale avec une taille, finalement, d'une ville qui pourrait être une ville de province, avec 1 100 000 habitants. Mais c'est surtout aussi une ville avec 183 nationalités. C'est la deuxième ville la plus cosmopolite au monde, la ville la plus cosmopolite en Europe. Nous sommes bien sûr le siège des institutions européennes, de l'OTAN, mais aussi, et je dirais surtout, parce que c'est très important pour le tourisme d'affaires, de 2200 associations internationales. Donc nous sommes la capitale au monde avec le plus grand nombre d'associations internationales. Et grâce à son hypercentre aussi, classé au patrimoine UNESCO, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance sur le positionnement au niveau loisir. L'UNESCO était un peu en recul et depuis quelques années maintenant, on revoit dans toutes les destinations l'importance de plus en plus présente dans les demandes des visiteurs de justement ce patrimoine UNESCO qui est bien représenté à Bruxelles. Mais c'est aussi 122 musées. Donc il y a un véritable équilibre entre le tourisme d'affaires et de loisirs. Et là, je pense que c'est important de le rappeler. C'était un objectif prioritaire que s'était fixé Bruxelles, c'était de rétablir un équilibre entre le tourisme d'affaires et le tourisme de loisirs. Et cet équilibre avait été atteint en 2019 avec 50% de tourisme loisirs et 50% de tourisme d'affaires. Voilà, à titre aussi de comparatif, parce qu'on fait souvent le comparatif, si on prend le nombre de touristes global à Bruxelles par rapport aux autres villes, hein, on parle souvent des villes touristiques en Belgique, on parle de Bruges, Bruxelles c'est 4 fois le nombre de touristes de Bruges, pour quand même donner une perspective en termes de nombre. Donc Bruxelles se positionne relativement bien à ce niveau-là. Alors, aussi, donc, vous dire en 2019, un petit résumé où on en était. Hein, on s'était fixé comme objectif de doubler en 10 ans le nombre de nuitées à Bruxelles. En 2010, nous avions 5 millions de nuitées. On est arrivé à 9,3 millions en 2019. Donc, on avait prévu d'arriver, en dehors du Covid, en 2020 à 10 millions de nuitées. On a eu un peu plus de 5 millions de visiteurs dans les attractions. 961 congrès qui ont été organisés et qui sont affichés dans le cadre de ce qu'on appelle l'organisme UIA et qui classe d'ailleurs Bruxelles comme première place au niveau européen et deuxième au monde pour justement les congrès internationaux d'associations. C'est assez logique vu le nombre d'associations internationales que nous avons présentes à Bruxelles. Au total, c'est 3,66 milliards le tourisme, le tourisme directement, 5,3% du PIB bruxellois. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Si on prend les chiffres clés de la crise, bien sûr, c'est une crise sans aucun précédent. On a eu les attentats, on a eu bien sûr la guerre du Golfe, si on remonte un peu plus loin, qui ont très fort impacté le tourisme. Jamais aucune crise n'a impacté autant le tourisme de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, on a une perte de points, donc on a un taux d'occupation sur 2020 de 20%, or que d'habitude on a 76% de taux d'occupation, donc une perte très conséquente, de 56 points en 2019. Au niveau des musées, c'est plus ou moins la même type de diminution, vu qu'on a eu 70% de visiteurs en moins dans les attractions. Vous avez bien sûr ici le détail de l'ensemble et comment ça a impacté cette différenciation. Important aussi, c'est d'identifier d'où viennent ces diminutions. Et là, on voit quand même des différences, notamment dans les pays et l'impact sur les différents pays. Donc, on voit bien sûr les plus grands impacts, c'est les pays comme la Chine et l'Inde,
ou les États-Unis, où on a des taux de diminution de l'ordre de 85%, 87% pour la Chine. Par contre, nous avons également certains pays qui diminuent moins fort. Alors la diminution reste très importante, mais les pays limitrophes, notamment les Pays-Bas, 72% de baisse, la France que 64% de baisse, la Belgique 70% ou l'Allemagne 75%. Donc là, on voit clairement un impact de la proximité des marchés par rapport au comportement des visiteurs. Et c'est ça aussi qui va déterminer l'ensemble de la campagne de relance qui va être menée. C'est qu'on va d'abord attaquer en priorité les pays limitrophes. Alors, au niveau des perspectives suite au Covid, trois choses sont très importantes pour cette reprise et qui sera bien sûr pour nous déterminant pour le futur de Bruxelles. Bien sûr, c'est le retour des touristes, la stimulation de la demande, mais une deuxième chose qui va être très importante et souvent qu'on oublie, mais qui inquiète très fort au niveau de l'ensemble du monde du tourisme, c'est le maintien de l'offre. À l'heure actuelle, le plus grand risque qu'on a, c'est pas vraiment le retour ou la demande touristique, mais c'est bien le maintien de l'offre, parce qu'on le sait, les compagnies aériennes vont mettre du temps pour remettre toute leur flotte aérienne, donc il y a un problème d'offre aérienne qu'on va être confronté. Lufthansa a clairement annoncé que l'entièreté de l'offre ne sera en retour qu'en 2024, pas avant. Et également, le danger qu'on a de voir certains lieux touristiques disparaître, que ce soit des hôtels qui pourraient être convertis, des centres aussi de congrès, de réunions qui pourraient envisager de reconversion, et donc avoir une diminution de l'offre. Et là, c'est le gros danger qui explose aujourd'hui en Europe, c'est qu'on voit que certains acteurs décident de changer d'activité et donc de ne plus affecter leurs biens immobiliers ou ne pas remettre en marche directement l'ensemble de leur capacité aérienne, même ferroviaire. On est très loin de la capacité ferroviaire habituelle, et donc tout ça, ou même au niveau autocar, et donc tout ça risque clairement d'impacter la reprise. Troisième point qui sera très important, c'est la diversification clientèle. On le sait, la crise va avoir un impact majeur aussi sur le moyen terme. Donc, même si demain on rouvre tout, on sait très bien que les pays lointains ne reviendront pas immédiatement. On sait très bien que le développement des réunions hybrides vont perdurer un certain nombre d'années. On ne sait pas exactement combien de temps, mais elles vont perdurer. Et donc, c'est très important d'envisager une diversification de la clientèle dès maintenant pour justement compenser le manque de clientèle qu'on pourrait avoir dans certains secteurs. Si on voit aujourd'hui les premiers chiffres au niveau reprise des touristes, ici vous le voyez sur les tableaux qui ont été présentés, d'abord vous voyez déjà qu'on avait eu une petite rehausse au niveau du mois de juillet l'année passée, qui était encourageante. Malheureusement, dès la fin du mois de juillet, il y a eu une rehausse assez rapide sur Bruxelles des cas qui ont directement impacté le mois d'août et puis qui ont continué bien sûr à impacter la fréquentation. On le voit par contre ici au niveau des chiffres que nous avons à notre position, une légère reprise depuis le mois d'avril, mais au niveau de la fréquentation touristique, avec également au niveau des musées un mois d'avril qui a été très très bon. Où la plupart des attractions ont fait sold out. Alors, je dis bien sold out, ça veut dire quoi? Ça veut dire sold out, ça veut dire qu'ils ont rempli 50% de leur capacité, vu que les règles Covid ne permettaient que d'accueillir 50%, mais ils ont quand même tout vendu. Donc, on voit quand même une reprise de la demande. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on peut suivre ça aussi par rapport à la fréquentation de notre site Internet, où on voit en fait les tendances ici de fréquentation de notre site Internet correspondent finalement avec la tendance de reprise. Et donc, c'est un excellent indicateur aussi, parce qu'on a bien sûr cette fréquentation de manière journalière et quotidienne, et donc qui donne très vite aussi les grandes tendances par rapport à un retour potentiel de la clientèle sur Bruxelles. Et donc oui, les signes sont encourageants. On voit une reprise, surtout au niveau fréquentation au niveau mondial, où on voit une reprise plus importante que sur les autres secteurs ces dernières semaines. Et donc on voit que Bruxelles a à nouveau un attrait assez important qui pourrait enclencher des demandes de réservation dans les semaines qui viennent.
Je ne dois pas vous dire que l'annulation de Tomorrowland pour nous est une véritable catastrophe. Pour Bruxelles, c'était 2 week-ends où on était censé être complètement complet au mois d'août. Ça aura un impact conséquent pour le secteur, hein. C'était quand même le plus grand événement à Bruxelles. Maintenant, tout secteur confondu, c'est Tomorrowland en termes de retombées économiques. Et malheureusement, l'annulation aura des conséquences. Donc, on espère encore qu'une solution puisse être trouvée parce que ce sera un impact très important sur Bruxelles au mois d'août. Au niveau des différentes actions qui ont été menées, donc je pense qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler ici. Il y a d'abord eu une première action en 2020 d'un soutien complémentaire du gouvernement de 8 millions d'euros qui a permis en place de mettre justement 5 fonds de soutien, aussi un peu dans cette réaction déjà à ce moment-là de vouloir maintenir l'offre en mettant en place d'une part un système de label de sécurité hygiène, qui est quelque chose qui est fortement demandé au niveau international. On a également mis en place un fonds touchless pour développer tout ce qui était technologie sans contact, un fonds également pour soutenir les événements bruxellois B2C et B2B, un fonds de soutien pour les congrès, réunions et événements B2B qui a eu relativement peu de succès, malheureusement avec la prolongation de la crise Covid et le manque de réservations qu'on a eu pour la fin de l'année 2020, mais également un fonds de soutien là qui a eu beaucoup de succès, c'était tout ce qui était développement, technologie numérique, mais aussi pas mal d'investissements dans les technologies hybrides. Donc maintenant, nous avons de plus en plus de lieux de réunion équipés au niveau de l'hybride, ce qui est très intéressant pour le futur de la destination. Au niveau de 2021, donc un nouveau plan de relance a été mis. On a fait pas mal de travail de co-création avec l'ensemble des partenaires de la destination. On a réuni lors de 5 réunions plus de 225 partenaires, donc des acteurs de la région bruxelloise, qui ont pu donner l'ensemble de leurs idées par rapport aux choses à mettre en place, par rapport à la relance et les besoins qu'avait le secteur. Plus de 100 idées concrètes ont pu être identifiées pendant ces différentes réunions et finalement déclinées en plan d'action qui a été présenté au gouvernement et qui a permis en fait de dégager un budget complémentaire d'action de la part du gouvernement de 6 millions d'euros. Alors, ces 6 millions d'euros vont se porter sur 4 points principaux. D'une part, à partir du mois de juillet, nous allons avoir une distribution de 100 000 vouchers qui seront ici, attention, parce qu'on parle beaucoup des vouchers wallons. Ici, ce n'est pas du tout le même type de voucher. C'est 100 000 vouchers d'une valeur de 40 euros qui seront avant tout distribués dans les pays limitrophes. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un incitant pour des voyageurs étrangers, de dire voilà, on vous offre 40 euros à dépenser dans les hôtels, dans les attractions à Bruxelles, qui vous seront remboursés simplement sur base de la présentation d'un voucher. Donc cette campagne va être lancée à partir du 5 juillet. On va commencer d'abord par les pays limitrophes, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Luxembourg dans un premier temps. On verra quelle est l'évolution de la situation sanitaire en Angleterre et en fonction, on pourra ouvrir éventuellement en Angleterre. Ensuite, on ouvrira également ces vouchers à la Flandre et à la Wallonie. Et en dernier lieu, aux Bruxellois. L'idée ici, c'est bien d'avoir un effet multiplicateur au niveau de la dépense. Donc, ce n'est pas un soutien direct aux acteurs, comme c'était envisagé au niveau de la Wallonie. Ici, on veut donner un montant de consommation aux visiteurs de manière à avoir un effet multiplicateur. On sait qu'en moyenne, un visiteur loisir dépense 200 euros par jour à Bruxelles. On prendra en charge 40 euros de son séjour. Ensuite, il y aura bien sûr dans ces 6 millions également une grande campagne d'image pour tout ce qui est tourisme de loisirs, une campagne qui est prévue également pour tout ce qui est tourisme d'affaires et finalement également la mise en place de 2 fonds, toujours aussi dans cet objectif de pérennisation de la destination, un fonds à la fois digital et un fonds pour tout ce qui est développement du tourisme durable. Alors, au niveau de l'autre point qu'on a parlé, que j'ai abordé tout à l'heure, c'est la diversification clientèle. Je pense que c'est un point très important pour la relance de Bruxelles. Alors, d'une part, on va restructurer la manière
de présenter notre offre finalement en fonction des besoins de visiteurs. On le sait, on va changer de type de clientèle, on va aller beaucoup plus sur une clientèle de proximité pour les années à venir. Donc, on doit leur offrir des packages un peu différents que par le passé. Et donc, c'est vraiment avec les différents acteurs ce que nous créons aujourd'hui. Nous créons aussi des nouvelles opportunités au niveau association internationale. Pas plus tard que hier, nous avons organisé ce qu'on appelle l'Ambassadeur Night, donc malheureusement de manière virtuelle, où nous avons réuni l'ensemble des ambassadeurs de Bruxelles. Donc nous avons 150 personnes actives dans le monde de l'entreprise qui sont des ambassadeurs de Bruxelles, et aussi la nécessité de redéployer finalement l'attractivité et de travailler de manière très proche avec les associations internationales pour les stimuler, pour organiser des congrès à Bruxelles dans les semaines qui viennent. Ici, on doit être honnête aussi par rapport à ça. On le sait très bien que les très gros congrès internationaux ne reviendront pas. À l'heure actuelle, les perspectives pour les tout gros congrès, on parle de 5 000 à 10 000 personnes, mais ne reviendront pas avant 2024-2025. Les délais de réservation de ce genre de congrès, c'est 3-4 ans à l'avance. Les livres dans les grands centres sont quasiment vides, que ce soit à Bruxelles ou à l'international. Par contre, le côté positif, on voit pas mal de ces événements qui sont en train de réduire de taille. C'est-à-dire, à place d'organiser pour 5 000 personnes, les gens organisent plutôt 1 000 personnes et le reste en hybride. Et donc, c'est une carte à jouer pour Bruxelles, parce que Bruxelles est aussi avant tout une destination pour des réunions de taille moyenne, pas de très grande taille. Et donc, la proximité des institutions européennes, des associations internationales et la connectivité qu'offre Bruxelles fait une opportunité aussi pour ces événements de moyenne taille. En tout cas, notre advisor croit beaucoup au potentiel de Bruxelles de s'inscrire dans ces réunions d'une taille de 500 à 1000 personnes et le reste de la planète, on va dire, serait connecté en hybride. Et l'opportunité qu'on a eu avec les fonds de soutien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons plus de 80 maintenant infrastructures à Bruxelles complètement équipées en hybride. Deuxièmement, bien sûr, c'est l'expérience client. On a besoin de stimuler cette expérience client. On le sait, je ne vais pas vous le dire, l'image parfois qu'ont la Flandre ou la Wallonie de Bruxelles, ou l'image qui est véhiculée en tout cas dans les médias n'est toujours pas positive ou suffisamment positive pour Bruxelles. On doit vraiment fidéliser pendant ces périodes où on va avoir un tourisme de proximité plus important, soigner l'image pour fidéliser cette clientèle, pour améliorer l'image de Bruxelles dans les régions limitrophes. Et puis aussi, bien sûr, toujours dans cette même optique, c'est renforcer les liens entre les Bruxellois, les Belges et Bruxelles. On n'est pas aidé, je veux dire, n'importe quelle décision politique impacte terriblement l'image de Bruxelles. Dès qu'on peut critiquer Bruxelles au niveau des médias, on ne s'en prive pas. Donc, c'est vraiment une grosse machine qui va à l'encontre de nos intérêts. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est vraiment inciter toutes les entreprises, tous les partenaires. Vous êtes représentant aussi des partenaires. Je pense qu'un discours positif sur Bruxelles est fondamental pour permettre justement la relance de l'activité. Je pense qu'il y a moyen parfois de laver son linge sale en famille et peut-être moins s'étaler dans les médias par rapport à Bruxelles. C'est aussi une opportunité parce que les médias restent quand même la meilleure opportunité pour promouvoir Bruxelles. Et chaque fois qu'on a un article critique sur Bruxelles, c'est l'ensemble de la Belgique qui voit un aspect critique de Bruxelles. Donc avoir un discours positif, je pense, est indispensable si on veut demain pouvoir redémarrer avec un tourisme le plus profitable pour tous. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup, Monsieur Bunting. Au sujet de la lutte contre le Brussels bashing, là, je crois que en Bru Partners, vous avez vraiment des alliés là-dedans. Pendant que vous parliez, je regardais s'il y avait par hasard des journalistes dans l'Assemblée, mais je n'en ai pas vu jusqu'à présent. Enfin, on va effectivement travailler là-dessus. Donc, juste avant de passer la parole à Monsieur Delforge, je rappelle alors aux participants et notamment à ceux qui se seraient branchés un petit peu après le départ de notre webinaire
préliminaire que si vous souhaitez intervenir tantôt sous forme de questions ou de réflexions dans le débat, vous pouvez utiliser, enfin, on vous propose d'utiliser le bouton question qui apparaît normalement donc à droite de votre écran. Vous avez par ailleurs à votre disposition le bouton chat qui lui est plutôt destiné à poser des questions, enfin à interpeller par rapport à des questions qui se poseraient en matière technique ou quelque chose comme ça, des demandes par rapport au secrétariat, ou bien entendu si vous voulez papoter entre vous. Mais donc si vous souhaitez intervenir dans le débat, d'utiliser le bouton donc question. Et donc voilà, donc après cette précision, je passe donc la parole à Monsieur Delforge de Brussels Expo, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous m'entendez d'abord? On vous entend très bien. Parfait. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation à l'écran? On voit parfaitement. Parfait, ouais. C'est parti alors. Donc, avant de commencer mon propos et ma présentation, je la commence avec en fait une définition un petit peu du scope sur le tourisme d'affaires, puisque Brussels Expo, que vous connaissez vraisemblablement tous et toutes, est plus spécialisé dans certains types de tourisme d'affaires et particulièrement évidemment les foires et salons et les congrès conférences. Donc, mon propos va se limiter à ces deux segments, alors que ce qu'on a communément appelé le secteur MICE, évidemment, a d'autres segments qui sont exposés sur ce slide en gris. Mais donc, mes propos se rapporteront plutôt à ces deux segments d'activité que sont les grands foires et salons et ce qu'on appelle le plus communément aussi les conférences et congrès. Alors, pour commencer la présentation, c'était vous faire, pour ceux qui connaissent moins le secteur quand même, c'est de commencer par que représente le secteur au niveau mondial. Et donc, avant le Covid, en 2018, on a toute une série d'études qui sont sorties sur notamment les foires et salons et qu'est-ce que ça représente au niveau mondial. Alors, c'est environ 32 000 événements par an dans le monde avec 303 millions de visiteurs. Il y a 1220 venues environ référencées capables d'accueillir ce type de foires et salons. Et il y a plus de 4 millions et demi de sociétés qui exposent de par le monde dans les foires et salons. Et donc, les retombées économiques ont fait l'objet de diverses études, mais les retombées économiques ont été estimées, directes et indirectes, ont été estimées à 275 milliards d'euros, ce qui revient finalement à environ 8 000 euros par mètre carré en termes de revenus, pour donner un indicateur. Alors, au niveau mondial, les deux plus grands marchés sur les foires et salons restent les États-Unis et l'Europe, qui se partagent une grande part du gâteau, plus de 70% du gâteau, et ce aussi bien au niveau des mètres carrés en fait qui sont disponibles que du chiffre d'affaires. Comme vous voyez, les deux indicateurs sont très semblables, si ce n'est que l'Europe baisse un petit peu en termes de chiffre d'affaires par rapport à ces mètres carrés disponibles, mais grosso modo, on est au-dessus de 70% pour l'Europe et les États-Unis, avec une tendance évidemment de l'Asie, qui est particulièrement la Chine, qui émerge de plus en plus dans ce marché. Mais je pense que c'est important de situer quand même le fait que l'Europe et les États-Unis restent les deux marchés principaux dans ce secteur, parce que parfois le public pense que c'est aujourd'hui l'Asie qui représente la plus grande tendance en matière de foires et salons, mais c'est de loin encore l'Europe et les États-Unis qui se partagent la plus large part du marché. Alors en Europe, de façon relativement peu étonnante, ce sont les 5 grands pays industriels que sont l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Angleterre et l'Espagne qui se partagent une grande part du gâteau. Et là non plus, c'est évidemment pas étonnant du tout quand on connaît la puissance des industries de ces pays-là. Et c'est la même tendance en ce qui concerne les mètres carrés qu'en ce qui concerne le chiffre d'affaires que génèrent ces activités en Europe. Alors au niveau belge, on a des infrastructures qui sont assez importantes, avec aussi bien des infrastructures en Flandre qu'en Wallonie, mais Bruxelles qui est de loin la ville qui a le plus d'infrastructures capables d'accueillir les foires et salons en Belgique, avec évidemment Brussels Expo que je représente, mais aussi des venues qui ne sont pas spécifiquement construites pour ça, mais des venues qui sont intéressantes comme Tour et Taxi à Bruxelles qui accueille pas mal de foires et salons.
Mais les venues les plus connues pour ces activités en Belgique restent évidemment Brussels Expo et Flanders Expo et Kortrijk Expo et Antwerp Expo, qui ont des spécificités assez différentes. Vous voyez que Brussels Expo est de loin l'infrastructure qui permet, qui met à disposition le plus de mètres carrés, hein, puisqu'on a un peu plus de 115 000 mètres carrés, et que si on additionne nos trois plus grands concurrents, qui sont Flanders Expo, Kortrijk Expo et Antwerp Expo, tous situés en Flandre, ils n'atteignent pas la taille de Bruxelles Expo. Donc on est de loin une venue à Bruxelles qui a le plus de mètres carrés disponibles pour ces grands événements. Alors, au niveau de la typologie des événements, ça c'est important aussi, et ça sera important pour la reprise, pour mes slides concernant la reprise, c'est que on a un côté atypique en termes de typologie d'événements en Belgique, où une grande partie, c'est-à-dire environ 50% des événements, sont des événements B2C, donc des foires et salons à destination du consommateur final, du grand public, et environ 50% à destination d'un public professionnel, donc B2B. C'est totalement atypique parce que dans les autres pays, et particulièrement les pays limitrophes que je vous ai cités, hein, les 5 grands pays, on est plutôt dans des ratios entre 65 et 70% des foires et salons qui sont des foires et salons à destination d'un public exclusivement professionnel, hein, qui sont des salons B2B. Et donc là aussi, pour la reprise, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte sur comment va se comporter le marché en Belgique et particulièrement à Bruxelles sur cette typologie d'événements qui sont avec un positionnement plus B2C. Alors là aussi, en termes de mètres carrés loués, réellement loués, on est Bruxelles devance de loin les autres villes en Belgique, où on a Gand en deuxième place avec Flanders Expo et Kortrijk Expo en troisième place et Marchand-Famenne pour les salons agriculture qui se passent là. Mais donc c'est Bruxelles qui de loin est la ville qui, en termes d'activité sur son site, et pas uniquement en termes de mètres carrés disponibles, mais en termes d'activité réellement effectuée sur ces sites, eh ben, est de loin la ville qui devance ses concurrentes sur le niveau national. Alors, au niveau du segment des salons B2B spécifiques, là, on a une autre typologie qui est une typologie qui est aussi importante à prendre en compte dans les perspectives de reprise, qui sont en fait que nos salons B2B en Belgique sont principalement des salons nationaux, voire régionaux, versus des salons internationaux qui représentent une quote-part assez faible, et ce, aussi bien du côté des exposants, où on a 16% des exposants qui sont des exposants internationaux, que des visiteurs qui sont là, moins de 5% des visiteurs au niveau global en Belgique qui sont des visiteurs internationaux. Donc on a un marché au niveau global en Belgique qui est fort national et assez peu internationaux. Alors maintenant, sur le segment des conférences, on a là, Patrick en a déjà parlé, hein, on a la Belgique qui est devenue un pays de plus en plus important au fil des dernières années avec une position. Alors, il y a plusieurs classements, hein, donc Patrick a parlé d'un classement où Bruxelles est largement en tête, ou en tout cas dans les 2 premières positions en fonction des années. Ici, on a un classement qui est fait par l'ICA, hein, qui exclut toute une série d'événements plus liés à la Commission européenne ou à l'OTAN, ou les événements des petites associations, et qui prend en compte les plus grands événements qui sont plutôt des événements pris en compte pour nous, Brussels Expo, ou pour des centres de convention comme Square. Mais donc là, la Belgique se classe environ 15e dans les pays dans le monde. Et vous voyez une évolution quand même intéressante où on était aux alentours de la 20e place il y a de ça une dizaine d'années. Et vous avez dans ces pays, vous avez 12 pays qui sont dans le top 20 européen, donc 12 pays européens pardon, qui sont dans le top 20 mondial du nombre de conférences qui sont organisées dans le monde. Alors, en Belgique, ceux qui se parlent la taille du lion, c'est Bruxelles et la Flandre, hein, qui comptent pour plus de 95-96% au fil des années. Donc, évidemment, Bruxelles et la Flandre sont les 2 régions qui attirent le plus d'événements de ce type en son sein. Et sur la typologie des événements, on est avec une prédominance des événements, des congrès et conférences de type médical en comparaison du pourcentage de ce type de congrès et conférences dans le monde. Vous voyez qu'on a plus de 20% de ce type de congrès en Belgique versus une moyenne internationale de 17%. Donc là, c'est vraiment là où on se démarque le plus par rapport aux autres pays internationaux, c'est sur le secteur médical et pharmaceutique. Alors, un autre élément, et Patrick l'a déjà souligné, hein, et qui vient du fait aussi qu'on n'a pas les venues nécessaires pour ces grands congrès, mais donc si on regarde
le nombre de congrès de plus de 1000 participants, on voit que la proportion des congrès de ce type en Belgique est très très faible, hein, puisqu'on est entre 10 et 4% de ce type de congrès. La plupart des congrès sont des événements et conférences sont des événements de moins de 500 participants, ce qui est évidemment assez faible par rapport à d'autres pays en Europe. Alors, au niveau des venues, à ce niveau-là, on a plus de venues disponibles qu'au niveau des foires et salons, hein, mais il y a toute une série d'infrastructures qui sont bien réparties en Belgique, avec évidemment à Bruxelles, Brussels Expo et Square, qui sont les deux principales infrastructures de type congrès-conférence pour les segments que je vous ai présentés, avec Square qui a un espace d'exposition, ce qui est intéressant, de 6400 mètres carrés à côté de son centre de convention. Il faut savoir que dans le secteur, il y a une fusion de plus en plus importante et une convergence entre les congrès et les foires et salons. Et la tendance que beaucoup d'experts ont souligné, c'est que ce type d'événements vont totalement fusionner parce que les grands salons, surtout B2B évidemment, vont intégrer des composantes de congrès et conférences, et le font déjà, mais vont l'intégrer de plus en plus dans leur surface d'exposition. Et les grands congrès, à l'inverse, ont besoin de plus en plus de surfaces d'expo pour leurs sponsors qui viennent avec des stands. Et donc, on a finalement une typologie d'événements qui, depuis 10 ans, fusionne de plus en plus entre les congrès et les salons. Et donc, on a ce besoin d'avoir des infrastructures de type MICE, conférences, congrès au sein de palais des expositions et vice-versa. Et donc, voilà, on a les tendances que vous voyez ici avec les 3 venues en Belgique qui ont été spécialement prévues pour l'accueil de conférences et congrès, avec Square qui a des surfaces d'expo, avec l'ICC à Gand qui a des surfaces d'expo, mais le Flanders MCC, donc la salle Elisabeth, qui n'a pas de surface d'expo, ce qui est un vrai frein en fait pour l'accueil de congrès ou de certains types de congrès qui ont besoin de ces surfaces. Et vous voyez que c'est des capacités qui sont assez réduites en plein air, hein, puisque Square, on parle de 1200 en plein air, ICC à Gand 975 et 2000 pour la salle Elisabeth à Gand. Donc, on est loin des grandes capacités que peuvent avoir le pays voisin à la Belgique et à Bruxelles. Alors, en termes de nombre de congrès à Bruxelles, encore une fois, hein, c'est basé sur la classification ICA. On a une chute, comme vous voyez sur les graphiques, une chute assez importante de la position de Bruxelles sur ce classement en 2016, qui provient évidemment des attentats hein, qui ont fortement affecté cette activité dans l'année 2016 et qui ont mis un petit peu de temps à ce qu'on récupère notre position, même si la tendance était après repartie à la hausse. Donc, on a vraiment un effet de l'image et de la réputation de Bruxelles, parce que comme l'a expliqué Patrick, et c'est d'où l'importance du rôle de Visit Brussels pour ces activités, c'est que dans le critère de choix d'une venue, il y a malheureusement pour nous les venues, ou plutôt heureusement pour les destinations, il y a la destination qui prédomine. Donc les organisateurs vont plutôt d'abord choisir une destination et puis une venue, ce qui explique des stratégies de situation de monopole, entre guillemets, des venues dans certaines destinations, comme on a à Paris, où Viparis gère l'ensemble des sites, plus de 9 sites d'exposition et de congrès à Paris, ou à Lyon, on a un opérateur comme GL Events qui gère toute une série de sites. C'est pour justement fédérer les moyens de mieux faire la promotion de la destination et de ne pas, une fois que la destination est choisie, créer de concurrence entre les venues sur une même destination. Alors, au niveau du classement de Bruxelles, hein, donc encore une fois, il y a divers classements et on peut voir Bruxelles comme étant une destination numéro 1 ou 2 au niveau de tout ce qui est réunions et conférences. Mais ici, par rapport aux événements dont nous discutons, Bruxelles, on la classe plutôt dans le top 20 des villes mondiales, aux alentours de la 17e place de cette typologie d'événements. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a dans ce top 20, mais il y a 8 villes qui sont très proches de Bruxelles finalement, puisqu'elles sont dans un rayon de moins de 1000 km. Donc, il y a une extrême concurrence pour Bruxelles dans ce secteur, dans ce segment d'événements-là, avec évidemment Paris qui est une ville qui est numéro 1 dans ce secteur-là, mais Vienne, Berlin, Lisbonne, Londres et Amsterdam sont des villes extrêmement concurrentes à Bruxelles. Et je dois dire que quand Bruxelles Expo fait des requests for proposal, on est toujours en concurrence et souvent en concurrence avec Amsterdam notamment ou Paris.
Alors, au niveau des venues de Bruxelles, pour finir le paysage de ce segment-là, ben, vous voyez, il y a diverses possibilités, hein, avec Brussels Expo, Brussels Cart Expo, Tour et Taxi, qui sont pas spécifiquement conçus pour le secteur des conférences et congrès, mais qui ont des infrastructures de ce type dans leurs infrastructures de foires et d'expo. On a évidemment aussi des auditoriums de ce type dans les grandes universités. Hein. L'ULB et la VUB ont des auditoriums. Et puis, il y a, comme je l'ai déjà mentionné, des salles qui sont des salles qui ont d'autres positionnements. Et notamment, il y a la salle de la Madeleine que nous gérons à Brussels Expo, qui a un positionnement plutôt concert, mais dans lequel on organise de temps à autre des événements de type conférence. Alors, je vais finir ce segment-là avant de parler des perspectives de réouverture avec une typologie d'événements qui va dans quel type de venue. Et on voit que si on prend les 850 événements dont Patrick a parlé avec l'UIA en Belgique, ben on voit que là, il y a énormément d'événements qui sont organisés par la Commission européenne et qui vont dans les installations de la Commission européenne, hein, plus de 45%. On a pas mal d'événements qui s'organisent dans les hôtels. Et si on prend les 20 événements qui ont plus de 500 participants en 2018, on voit que là, évidemment, les hôtels ont une part beaucoup moins importante, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les infrastructures pour l'accueillir. Et Square, à l'inverse, a une part évidemment beaucoup plus importante, représente 35% de ces événements à Bruxelles. Alors, maintenant, les perspectives de réouverture. Donc là, vous avez un graphique qui est intéressant et qui vient de sortir au niveau de l'UFI, qui est les perspectives suite au questionnement de tous les organisateurs. Alors, c'est au niveau mondial, hein, en 2021 et 2022. Et vous voyez qu'il y a encore énormément d'indécision en 2022 de ce qui va se passer. Hein. Donc, en vert, vous avez « je ne sais pas si je vais organiser mon événement » ou « je ne vais pas le faire », ça c'est en gris brun, et puis vous avez en format réduit en mauve et en format normal, donc pas de changement par rapport à pré-Covid en bas du graphique. Alors, vous voyez que c'est au niveau global, donc vous savez que la Chine a repris ses activités par exemple beaucoup plus vite que l'Europe, hein, qui au niveau foire et salon notamment est resté totalement à l'arrêt et encore à l'arrêt. Donc, on n'a pas le même graphique sur l'année 2021. Pour nous, en Europe jusqu'au mois d'août, on a quasi zéro activité. Il y a eu quelques réouvertures en Espagne et en Allemagne ici au cours du mois de juin, et en France, quelques activités qui ont été organisées, mais de façon générale, elles sont tout à fait limitées, et de façon générale, on prévoit une reprise plutôt dans le dernier trimestre 2021, donc octobre, novembre, décembre. C'est la même chose pour Brussels Expo. On a quelques événements en septembre, mais là, on a l'espoir de commencer véritablement à réorganiser des événements qui seront en format plutôt réduit à partir de octobre, novembre, décembre, et qui sont des événements, comme je l'ai dit, dans les typologies d'événements dont je vous ai parlé dans les slides précédents, qui sont plutôt des événements nationaux dans un premier temps ou régionaux. Et puis, pour les événements internationaux, on est dans beaucoup plus d'incertitudes. Hein. On a les derniers salons internationaux qu'on avait à Brussels Expo, que sont Buzzword, Label Expo, ont été pour l'un annulés. Hein. Buzzword a purement annulé son édition d'octobre 2021 et l'a reporté en 2023, puisqu'un salon qui a lieu tous les 2 années. Et Label Expo a décidé de reporter son salon qui était prévu en septembre 2021 à avril 2022, mais là, il y a déjà énormément d'interrogations sur les possibilités qu'on aura de faire venir environ 150 nationalités différentes sur un événement de ce type-là à Bruxelles, et ce tant au niveau des visiteurs qu'au niveau des exposants. Donc, on est en termes de reprise sur des perspectives de reprise très différentes en fonction de la typologie des événements, avec plutôt des événements B2B dans un premier temps et nationaux, voire B2C et nationaux et régionaux, et puis dans des perspectives de reprise postposées à 2023-2024 pour les événements internationaux qui seront de toute façon sans doute dans des éditions plus limitées en format européen dans un premier temps avant de redevenir ces marketplaces internationales qu'elles étaient avant la crise du Covid. Alors, il y a aussi des études récentes qui sont sorties sur quels sont évidemment les pièges et les contraintes les plus importantes pour le secteur. Hein. Et évidemment, le Covid-19 vient en tête aujourd'hui de tous les sondages sur l'impact que ça a en Europe et au niveau mondial. Il y a aussi de grandes inquiétudes, puisque les foires et salons ne sont jamais que des baromètres du secteur économique qu'ils représentent au sein de l'événement, mais il y a des grandes inquiétudes sur la santé des différents secteurs économiques
post-Covid avec des secteurs qui ont énormément souffert et des secteurs qui ont tiré leur épingle du jeu. Mais même là, je vais prendre un exemple de Brussels Expo. On a tendance à dire qu'on est toujours perdant parce que soit le secteur a énormément souffert et donc les budgets sont réduits, voire les exposants, certaines entreprises ont disparu et donc les surfaces diminuent, ou dans une autre logique, quand des secteurs, par exemple, je prends un exemple de Brussels Expo, du caravaning, a connu un boom exceptionnel de ses ventes pendant la pandémie. On a un salon qui a été annulé parce qu'il n'y a plus de stock pour les constructeurs et donc il n'y a pas de perspective d'organiser un salon à partir du moment où ils ne pourront plus de toute façon livrer les véhicules vendus sur ce salon. Donc même quand un secteur tire son épingle du jeu, c'est pas évident que le salon qui est relatif à ce secteur-là soit impacté positivement. Alors au niveau des formats, là, Patrick aussi, on a déjà parlé en termes de tourisme. Alors, on a des impacts qui vont être assez importants au niveau des formats des salons. Donc, on a évidemment des perspectives d'avoir moins de salons internationaux en format physique, avec et là je rejoins l'analyse de Patrick, avec des perspectives qui sont que les événements internationaux de type congrès ou salon seront sans doute en format réduit, que ça soit en termes de taille, de nombre de participants ou en termes de coverage géographique. Donc, on est plutôt sur des salons qui envisagent des éditions exclusivement avec des exposants des pays européens et des participants de pays européens pour ne pas avoir les problématiques de voyage qui sont extrêmement contraignantes aujourd'hui avec les pays non européens et même parmi les pays européens. Mais donc, pour éviter ces problématiques-là, donc soit en termes de nombre de participants, soit en termes de leur couverture géographique. On a évidemment des événements, comme Patrick l'a mentionné, de plus en plus hybrides. Et là, on a des éléments un peu contradictoires, c'est-à-dire qu'on a eu une première tendance dans les premières vagues, dans les premiers mois post-pandémie, d'avoir énormément d'émergence d'événements comme on a aujourd'hui, qui sont des événements online et exclusivement online. Et on a l'autre tendance qui prouve qu'après 10 mois de ce type d'événement, on a des caractéristiques d'événements qui ne peuvent pas être remplacées par le digital et qui sont donc d'excellentes nouvelles par rapport à nos activités et par rapport au tourisme d'affaires, puisque tout ce qui est salon de type transactionnel ou de networking n'a pas trouvé son compte dans les plateformes. On en a parlé d'ailleurs sur cette plateforme ici. Il manque un petit peu les perspectives d'interaction et de networking qu'on a avec l'événement physique. Et donc là, tout ce qui est transactionnel et networking ne marche pas bien. Et c'est une bonne nouvelle pour le secteur et le tourisme d'affaires en format digital. Par contre, tout ce qui est de type, ce qu'on appelle éducationnel, donc typiquement des webinaires de contenu, sont des formats qui fonctionnent beaucoup mieux. Et donc là, on voit l'émergence de webinaires qui sont organisés d'ailleurs par les organisateurs de salons et qui donnent en fait une activité à ces organisateurs, une activité de la communauté que sont les exposants et les participants et les congressistes. Voilà, on a vraiment un contenu éducationnel qui est propagé sur les réseaux, mais là, les organisateurs, que ce soit de congrès ou que ce soit de salons, se retrouvent en concurrence et la boucle est bouclée, j'ai envie de dire, avec les éditeurs finalement qui ne nous ont pas attendus pour faire des webinaires. Et donc là, on a une grosse concurrence sur le contenu éducationnel online par les éditeurs et par les organisateurs de salons. Et donc, vous savez que beaucoup d'organisateurs de salons étaient des anciens éditeurs ou vice-versa. Et donc, on a aujourd'hui là aussi une réconvergence de ces deux secteurs que sont les secteurs de l'édition et les secteurs des foires et salons. Et enfin, en termes de réouverture, au niveau de Brussels Expo, plus spécifiquement, ce qui inquiète le plus, évidemment, c'est le contexte sanitaire et les restrictions de voyage possibles, mais aussi comment vont se comporter principalement les exposants. Donc, nous, au niveau de Brussels Expo, on n'est pas tellement inquiet sur le profil des visiteurs, et ça provient évidemment du fait aussi que c'est des visiteurs B2C et principalement nationaux. Donc, on n'a pas trop d'inquiétude sur le comportement des visiteurs post-Covid, on a plus d'inquiétude sur le côté exposant. Est-ce que les exposants vont revenir en masse et dans quelle formule ils voudront revenir en présentiel post-Covid? Donc, c'est plutôt ce côté-là. Là où sur d'autres secteurs comme les concerts dans lesquels on est actif,
on a plutôt des inquiétudes du côté des visiteurs finaux parce qu'on aura une suroffre de concerts pendant les prochaines années. On aura 3 années en une en 2022. Et là, est-ce que le grand public va être à même d'acheter autant de billets de concert? Donc, on a en fonction des typologies d'événements qu'on accueille dans nos infrastructures, des considérations très différentes sur la reprise. Et pour vous donner vraiment les chiffres précis de ce qu'on attend en 2022 à Bruxelles Expo, en termes de l'indicateur des mètres carrés loués, ben on est dans une baisse de 23% sur l'année 2022, et ce, malgré une typologie d'événements plutôt favorable, puisque, comme je vous l'ai montré, c'est des événements de type national et pas internationaux qui vont souffrir le plus. Alors, je finirai cette présentation par une note positive sur la reprise avec un projet qu'on a, et malheureusement, pour des raisons de droit, je ne peux pas partager les visuels, mais un projet qu'on a au niveau de Brussels Expo qui bénéficierait à Bruxelles dans sa globalité, mais même au-delà, c'est l'ouverture et la construction en fait d'un grand centre de convention. Vous savez qu'on a longuement parlé de ce centre de convention dans le cadre du projet NEO, et en fait la prolongation de ce centre de convention est aujourd'hui envisagée par les autorités bruxelloises au niveau de la construction de ces infrastructures de type, et on le voit ici les premiers plans, hein, de type grande plénière de capacité de 5000 plus. Donc, vous voyez qu'on est à 4 fois supérieur à la capacité de la plénière de Square, et de loin une capacité qu'on n'a pas aujourd'hui pour permettre l'accueil de grandes manifestations internationales à Brussels Expo. Et donc, on est aujourd'hui, on a fini le master plan et on est dans la perspective d'espérer pouvoir commencer les travaux en 2023 pour être prêt au niveau de l'infrastructure de type congrès au sein des infrastructures de Brussels Expo, lorsque véritablement l'activité internationale repartira, et c'est prévu, comme Patrick l'a dit, en 2024-2025. Donc, il y a quand même des notes positives aussi, et on est dans une philosophie au niveau de Brussels Expo de profiter de cette période d'accalmie et de moindre activité, qui est évidemment un gros frein pour notre secteur, pour pouvoir remettre les infrastructures de Bruxelles à niveau, et ce, afin d'être positionné sur les années futures avec une infrastructure qui intégrera les contraintes du Covid, mais qui permettra aussi d'accueillir des manifestations de plus grande capacité à Bruxelles, et ce, en termes de congrès et de conférences. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Delforge. Donc, pendant votre exposé, les rubriques chat et questions se sont un petit peu remplies. Donc, je vais me permettre de les relancer vers les orateurs. D'abord, une petite réflexion dans le chat. C'est vrai que nous avons beaucoup attiré l'attention sur qu'il faut éviter le Brussels bashing. Il faut éviter que certains trucs puissent être interprétés aussi comme du Wallonie bashing, et donc effectivement on nous fait gentiment remarquer que la grande foire agricole wallonne ne se situe pas à Marche mais à Libramont, et qu'à Marche par contre donc il y a une série de choses qui sont organisées donc dans différents secteurs. Et là il y a par ailleurs aussi du tourisme disons d'affaires et de conférences donc en Ardennes. Merci au secrétaire du Conseil économique et social wallon de nous avoir fait la remarque. Donc pour le reste, donc il y a une série de questions ou de commentaires qui ont été faites, et là je vais me permettre de les relancer à nos orateurs. Donc le premier donc fait la comparaison entre la High Line de New York et le piétonnier, enfin je dirais le Low Line si on peut dire, donc de Bruxelles. Il pose la question, est-ce que ça pourrait éventuellement devenir être catalogué comme une attraction qui pourrait être mise en valeur de cette façon-là. Donc dans le même veine, on nous demande, ne serait-il pas possible de profiter de ce temps de transition pour mettre en évidence tout ce qui est accessible aux organisateurs, auditoires d'universités, hautes écoles, etc., afin d'encourager la reprise d'événements futurs. Donc il y a aussi une question, je ne sais pas dans quelle mesure il y a moyen d'y répondre sans trop encombrer le temps, de réexpliquer peut-être la diapositive où on disait que la majorité des expositions sont des expositions B2B, donc business to business, sont aussi domestiques et pas internationales. Voilà, on peut peut-être commencer par ces questions-là qui sont venues en premier
premier lieu, et puis pendant ce temps-là, je découvre celles qui sont arrivées pendant que je parlais. Je ne sais pas qui souhaite reprendre donc ces questions. Elles sont venues pendant l'exposé de Denis Delforge, mais je veux dire, chacun peut y répondre selon son inspiration. Je vais peut-être prendre celle, je pense, qui me concerne plus, et puis je laisserai la parole à Denis pour expliquer le slide 2 qui était en question. Concernant la low line et surtout le piétonnier, donc effectivement, on positionne Bruxelles ayant le plus grand piétonnier d'Europe, parce que c'est le cas, et donc ça fait partie clairement de l'argumentaire qui est développé dans la promotion actuelle de Visite Bruxelles, avec également une emphase, bien sûr, on ira de manière progressive. Hein. Vous savez qu'il y a énormément de développement prévu sur ce pitonnier, pas mal de projets qui sont en cours, et ça rentre bien sûr dans une dynamique globale de repositionnement de l'hypercentre par rapport au tourisme. Aussi, attention, hein, il y a une volonté importante de la région bruxelloise d'éviter la concentration massive des touristes dans un centre, et donc éviter justement ce qui s'est passé à Barcelone ou à Amsterdam, où on a une concentration trop importante de touristes dans certains quartiers. Donc nous restons dans une stratégie de pôle touristique, où on investit aussi énormément sur le quartier européen. Le quartier européen est devenu, avec le ESL, le deuxième pôle le plus important de Bruxelles en termes de fréquentation touristique. On est passé de 200 000 visiteurs à plus de 2,5 millions de visiteurs, c'est très important, donc c'est quasiment l'équivalent du ESL maintenant. Et donc on veut vraiment aussi continuer la promotion de ces pôles touristiques pour éviter une hyper-concentration et surtout de rentrer en conflit avec les habitants. Je pense que tout le monde a intérêt à une cohabitation entre habitants et touristes, c'est très important pour la région bruxelloise. Au niveau des salles de réunion et le travail, les salles, les auditoires, etc., c'est un travail qui est fait de manière, je veux dire, quotidienne avec les différents acteurs. On propose de plus en plus, alors c'est rarement en seule salle de réunion, c'est plutôt complémentaire pour soit des salles de sous-groupe, pour soit des événements site, où on travaille avec les universités, les autres écoles, pour aussi mettre dans certaines mesures des auditoires à disposition, dans le cadre notamment de congrès scientifiques qui ont besoin d'une infrastructure principale, que ce soit Bruxelles Expo ou Square, mais qui cherchent aussi pour certains moments de la journée des choses en parallèle. Et nous le proposons déjà, et nous travaillons déjà avec la plupart de ces auditoires et ces hautes écoles dans le cadre de la promotion de Bruxelles. Il y avait également une question, j'ai vu, sur les hôtels, pas mal de projets sur les gros hôtels. Faut-il limiter le nombre de projets? Mais on sait que le tourisme, c'est le secteur d'activité, le seul secteur d'activité avec un taux de croissance à 2 chiffres avant la crise. L'Organisation mondiale du tourisme prévoit également que la croissance touristique repartira, en tout cas en 2024, à 2 points de croissance. Donc, on tournera normalement une croissance de 12% annuelle. Si on met en perspective la problématique d'emploi peu qualifié en région bruxelloise et le problème de chômage dans la population non qualifiée, c'est clair que soutenir le développement touristique en région bruxelloise, pour nous, reste la priorité pour pouvoir donner de l'emploi à tous les Bruxellois. Et il y a quelque chose qui est important à savoir au niveau touristique, c'est particulier, c'est vrai, mais on le constate, il y a plusieurs analyses qui le prouvent, que ce n'est pas la demande qui crée l'offre, mais souvent l'offre qui crée la demande. Donc au plus on aura d'offres, et quand Denis présente le projet de Bruxelles Expo, c'est explicite, je veux dire, à partir du moment où on aura un lieu où on peut réunir 4000 personnes, on aura des hôtels, et au plus on aura d'offres, on aura plus de demandes. Mais surtout, derrière cette demande, c'est de l'emploi peu qualifié pour les Bruxellois. Et s'il y a bien un type d'emploi qu'on a besoin pour les Bruxellois, c'est justement cet emploi moins qualifié si on veut un jour résoudre le problème du chômage. Donc je dirais oui, je pense qu'effectivement, on peut se satisfaire de la demande importante qu'il y a de nouveaux projets hôteliers. Je pense que c'est aussi la preuve, parce que c'est les acteurs institutionnels, de la confiance, internationaux, de la confiance qu'ont ces investisseurs en la région bruxelloise pour le déploiement dans les années futures. Et je trouve que c'est un excellent signe de la bonne santé à long terme de Bruxelles au niveau du développement touristique. Merci. Alors, je vais prendre la parole pour répondre aux questions et je voudrais juste rebondir sur ce que
ce que Patrick vient de dire. Hein. Donc moi, je le rejoins entièrement sur cette question de suroffre potentielle. Il faut savoir que Bruxelles, en tout cas pour les grands événements qui sont accueillis à Brussels Expo, les grands événements internationaux, les Bull Expo, Seafood, Buzzworld, souffre d'une manque de capacité hôtelière hein, pour ponctuellement ces événements-là, qui poussent en fait les prix extrêmement à la hausse, puisque vous avez quand même une pression importante des visiteurs et des exposants de ces événements sur les nuitées à Bruxelles. Et donc, on assiste malheureusement à des difficultés pour nous venus de Brussels Expo de réussir à attirer des grands événements internationaux avec la capacité actuelle de Bruxelles, qui est loin derrière nos concurrents que sont Amsterdam et Paris notamment, qui ont évidemment bien plus de chambres, ou Barcelone, n'en parlons pas, qui ont bien plus de chambres. Et donc, on est plutôt, nous, et je parle ici avant la crise, hein, on était plutôt sur une volonté au niveau de nos activités de développement des capacités hôtelières. Et ensuite, au-delà de ça, géographiquement aussi, hein, donc au niveau sur le site du ESL notamment, on manque de capacité hôtelière. Et je peux vous dire que là, on rate beaucoup d'événements qui aujourd'hui demandent des hôtels à proximité immédiate. Et quand je dis immédiate, c'est vraiment sur le site même. Hein, il faut même plus demander de marcher 10 minutes. Mais donc, on a toute une typologie de visiteurs de ces grands événements, les Américains notamment, etc., qui veulent rester 100% sur site et descendre directement de leur chambre d'hôtel aux infrastructures de conférences et de congrès. Et c'est aussi pour les tout grands événements. Et donc, on a absolument le besoin d'avoir des capacités hôtelières qui soient immédiatement adjacentes aux infrastructures capables d'accueillir ces congrès, ces conférences et ces salons. Donc ça, c'est pour rebondir sur le propos de Patrick. Et puis par rapport à la question sur le slide qui présentait que les expos, les foires et salons B2B en Belgique sont principalement des nationales, hein, domestiques, c'est en fait simplement l'analyse qui a été faite, et c'est au niveau global. Hein, donc on a évidemment des grands salons B2B internationaux tels que on a Seafood, et puis on a encore les Bull Expo et Buzzworld, hein, qui sont des salons qui, aussi bien au niveau des exposants que des visiteurs, ont une grande et une large majorité qui sont internationaux. Mais si on prend l'ensemble des salons B2B en Belgique, on constate en fait que 83%, c'est ça que le slide reprenait, des exposants sont des exposants qui sont donc des sociétés belges, avec 16% de ces exposants qui sont internationaux. Et au niveau des visiteurs, là, c'est encore plus, puisque 94% et demi des visiteurs de ces salons B2B sont des visiteurs qui sont des visiteurs nationaux, et 5% et demi sont des visiteurs internationaux. Mais ça, c'est si on prend en compte, je le répète, l'ensemble des salons et pas uniquement les grands salons. On prend l'ensemble des salons B2B en Belgique. Et c'est à ce titre-là qu'on constate qu'on a une lacune finalement, et on a un gros potentiel vu le positionnement de Bruxelles, et c'est d'ailleurs la ligne directrice de la stratégie de Brussels Expo pour ces prochaines années, bon, qu'on avait définie avant Covid, mais qu'on continue à penser malgré le contexte actuel et les risques liés à l'international actuellement. Mais nos perspectives de développement pour Brussels Expo sont dans l'international, et Bruxelles, comme l'a dit Patrick, dispose de beaucoup d'atouts au niveau de sa destination, et je suis plutôt enclin à penser que la situation actuelle post-Covid sera aussi une situation, vu la présence notamment de toutes ces associations et de tous ces lobbies à Bruxelles, sera aussi un atout pour notre destination et pour nos venues au niveau des événements internationaux post-Covid. Ceci aussi dans la mesure où on commence à assister à des éditions de ces grands événements internationaux, comme je l'ai dit, plus régionales au niveau européen, entre guillemets, puisque on a des éditions qui pourraient se splitter plutôt qu'avoir un grand rassemblement de 60 000 personnes avec des participants qui viennent partout dans le monde. On pourrait avoir certains événements qui qui se splitent en 4 ou 5 plus petits événements, voilà. Et donc ça pourrait profiter à Bruxelles aussi. Et je ne dois expliquer à personne ici la localisation de Bruxelles et de la Belgique en Europe et sa place centrale qui nous permettrait en termes de transport aussi de bénéficier d'un atout pour ces événements internationaux dans la période post-Covid. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, entre-temps, encore une question s'est affichée dans les questions. Euh, donc, de Anton Vanache du NISO. Je ne sais pas si sa question marque une certaine incrédulité ou peut-être du scepticisme. Enfin, je ne sais pas très bien quoi. Enfin, est-ce que j'ai bien compris que les plans pour un centre de congrès jusqu'à 5000 personnes au SL sur le terrain de Bruxelles Expo, et que ces plans ont été concrétisés? Donc, question, où en est ce projet? Enfin, il précise question d'information. Voilà. Alors, le projet, il n'est pas nouveau, hein. Donc, le centre de convention d'une capacité plénière de 5000 personnes avait été prévu dans le projet NEO depuis plus d'une dizaine d'années. Il s'est avéré que, comme ça a été communiqué d'ailleurs dans la presse, il y a de ça environ un an, ce projet a été, entre guillemets, mis au frigo pour toute une série de raisons, hein, et principalement, effectivement, de pouvoir réétudier ce qui se passe maintenant avec le Covid et l'impact que ça va avoir, mais aussi, comme je l'ai expliqué, du fait que ce projet avait été initié dans une période où on n'avait pas encore assisté à cette fusion entre les grands congrès et les grands événements. Et donc, de toute façon, si on devait développer le projet Néo2, il fallait aussi rénover et trouver une manière d'intégrer ces surfaces de congrès beaucoup plus aux surfaces d'expo présentes sur le site. Et donc, la voie de la sagesse, entre guillemets, l'a emporté vers, il vaut sans doute mieux alors développer cette capacité de 5000 plénières au sein même de l'infrastructure de Bruxelles Expo qui, soyons aussi de bon compte, mérite elle également une remise à niveau par rapport aux grands concurrents européens. Et donc oui, en fait, la volonté désormais, c'est ce transfert de ce projet de capacité et de centre de congrès qui était prévu en dehors finalement de Bruxelles Expo au sein même des infrastructures de Bruxelles Expo. La volonté politique est toujours là. Le potentiel est toujours, malgré le Covid, important et les études le montrent que Bruxelles a toujours une très bonne carte à jouer sur ce secteur spécifique des plus grands congrès avec surface d'exposition importante. Et donc, on est assez enthousiaste par l'idée de profiter de cette période plus calme au niveau du secteur pour avancer rapidement et pour… je prendrai cette image qui me vient et qu'on a déjà faite dans certains exposés, mais on est un peu ici dans une course de Formule 1 avec toutes les venues. Et il y a la safety car qui est rentrée, qui est ce Covid, hein, qui est tout le monde est au ralenti derrière la safety car. Et donc, Bruxelles a vraiment la possibilité de rentrer au stand, je dirais, de changer ses pneus et sa voiture pour ressortir, on l'espère, en meilleure position. Et donc, on veut vraiment profiter de ce momentum, de cette safety car qui est la crise du Covid, pour remettre à niveau et d'avancer plus vite sur la remise à niveau de nos infrastructures, parce que comme Patrick l'a dit, l'offre infrastructurelle aura un impact important aussi sur le développement de cette activité à Bruxelles. Merci beaucoup. Sauf erreur de ma part, donc on a de cette façon-là répondu à toutes les questions ou répondu. Il y avait encore une question sur tourisme qualitatif ou tourisme qualitatif. Je ne l'ai pas vu. Donc. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ben oui, allez-y. Donc, quantitatif, qualitatif, très bien. Parce que c'est une position qu'on défend très fort au niveau de la région bruxelloise et je pense que c'est une position assez forte qui a été prise, y compris dans le cadre du Covid. Depuis 10 ans maintenant, l'ensemble des moyens ont été mis sur le développement du tourisme de séjour. Donc, nous n'avons jamais sollicité du tourisme purement journalier à Bruxelles, même si ça n'a pas satisfait l'ensemble des acteurs touristiques, toujours. Hein. Il y a des acteurs comme Mini-Europe, comme l'Atomium, qui sont plus demandeurs aussi du tourisme de journalier. Nous avons toujours mis l'ensemble des moyens de promotion sur le tourisme de séjour, parce que c'est la seule garantie qu'on a finalement de développer un tourisme de qualité, c'est-à-dire un tourisme qui contribue de point de vue économique à la croissance de la région bruxelloise. Et ici, quand vous le voyez, quand je vous présentais justement les actions qui ont été développées, notamment dans le cadre de vouchers, on continue dans cette optique-là. On ne distribue pas des vouchers pour que les gens viennent une journée à Bruxelles, on distribue des vouchers pour que les gens, dans les pays limitrophes, pour que les jeunes viennent plusieurs jours à Bruxelles. Et donc, cette volonté-là est omniprésente à Bruxelles, c'est de développer un tourisme
qualité et qui se répartit sur l'ensemble de la territoire de la région. Donc, il ne sera pas limité uniquement à l'hypercentre, mais chaque fois dans des pôles différents, avec des niches différentes, que ce soit le tourisme d'affaires, le tourisme de loisirs, d'avoir un bon équilibre entre l'ensemble. Oui, Bruxelles veut avant tout un tourisme durable, un tourisme de qualité et qui donne des emplois aux Bruxellois. Merci beaucoup. Sauf erreur de ma part, ce sera cette fois-ci le mot de la fin. Voilà, je vérifie qu'il n'y a quand même pas de questions qui s'inscrivent. Voilà, donc ce qui me permet de conclure ici ce webinaire, donc en remerciant d'abord nos deux orateurs. J'ai trouvé personnellement, vraiment en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Je les en remercie très vivement. Je rappelle qu'effectivement, le sujet dont nous parlons ici est vraiment en phase avec des préoccupations que nous avons comme Bru Partners pour essayer de suivre et d'anticiper un petit peu les conséquences sociales et économiques de la crise que nous avons vécue ou que nous sommes encore en train de vivre. Ceci était le dernier webinaire de Bru Partners pour cette année sociale. Nous recommencerons bien entendu à partir de la rentrée. Nous en informerons bien entendu les personnes intéressées. Nous apprécierons aussi, nous essaierons de voir aussi un petit peu en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et de l'évaluation en général, la forme que prendront ces webinaires. Je veux dire que nous sommes quand même plusieurs à souhaiter revenir le plus vite possible au débat en présentiel au boulevard Bischofsheim, qui, outre l'intérêt des présentations et l'intérêt des exposés, présente aussi quand même l'avantage d'une convivialité avant et après les exposés et de faciliter par ailleurs l'interactivité avec les questions et les commentaires. Voilà. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon été, on va dire ça comme ça. À moins que les responsables du service communication souhaitent encore ajouter quelque chose. Oui, apparemment. Voilà. Oui, moi juste un petit mot pour remercier les intervenants pour leur présentation et les participants pour ce dernier webinaire de la saison, on va dire. Et alors, comme d'habitude, les présentations des intervenants seront disponibles sur le site internet de Bru Partners à l'onglet débat de Bru Partners, et il y a également un replay du webinaire qui sera disponible sur la chaîne YouTube de Bru Partners. Voilà. Voilà, donc un tout grand merci. Au revoir à tous. Bon après-midi et bon été. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.